L'évolution de l'économie en République démocratique du Congo, c'est notre denrée de tout le jour. Et votre magazine Kiosque Eco vous en fait le résumé de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui parlera notamment de cette visite, plutôt c'est ce jour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Katanga. On parle de Lubumbashi, nous serons là pour décrypter. Nous parlerons aussi de ce rapport de Global Witness sur le cobalt de la RDC blanchi au Rwanda. Vous souvrez les sons de cloche de participants à cette émission. Nous allons également aborder la question sur le grand défi de Kinshasa, comment y faire face. Nous parlerons ensuite, et pour finir, de ce maintien du taux directeur à 25%. Est-ce que la BCC pouvait en faire plus? Je l'ai dit, je ne serai pas seul. Pour aborder cette émission, je reçois, comme d'habitude, des visages qui vous sont familiers. Nous commençons avec bienvenue, Bakou, bienvenue. Merci. Un plaisir de vous recevoir. Gardidiana, bienvenue. Merci, Chungou. Faustin, bienvenue. Plaisir partagé, merci. Amédée Arabou, bienvenue. Merci. On commence avec vous. Bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis un temps à Lubumbashi, au Katanga. Une visite qui a fait couler assez d'encre de salive. On aimerait comprendre pourquoi cette visite maintenant. Pourquoi la visite d'un chef d'État dans une province? C'est une visite tout à fait ordinaire et le président de la République avait un agenda bien précis avec des activités bien précises. Un conseil des ministres d'inauguration d'un centre hospitalier important et Expo Béton. Comme vous savez, les éditions d'Expo Béton réunissent un certain nombre de personnalités qui réfléchissent sur la reconstruction de la République démocratique du Congo. Comme le nom l'indique, c'est Expo Béton, c'est-à-dire on va voir comment on peut faire repartir la République démocratique du Congo. Un thème qui est très lié au taux directeur, mais on en parlera le moment opportun. Mais la visite a été renchérie par un séjour de travail. Le chef de l'État, au-delà de toutes ces visites, de ces chantiers inaugurés, il a également organisé une séance de travail avec les membres du gouvernement. Quelle en était la quintessence? Écoutez, déjà, moi, j'aimerais insister plutôt sur ce centre qui a été inauguré. Ce centre permet à ce qu'économiquement, on économise de ressources plutôt que d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, les frères et sœurs katangais ont la possibilité de se faire soigner sur place. C'est un centre moderne et c'est mis en place par une société qui brasse énormément de fonds de la République. J'ai cité la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est dire également que lorsque nous cotisons pour l'INSS, l'ex-INSS, sachez que vous participez à l'éclosion, à l'évolution de l'économie du pays. Et là, on en a la preuve que cette participation permet de réduire les coûts des transferts des malades à l'étranger et ça permet également de réduire le coût des transports. On va se faire soigner juste à côté de la maison. Quand on est à Lubumbashi, on ne va pas loin. On va juste à côté de la maison et on a les soins appropriés comme partout ailleurs. Économiquement et sur le plan financier, les gains sont réels. Et moi j'estime qu'au-delà de tout ce qu'il y a eu, au-delà de cette réunion avec les membres du gouvernement avec qui le chef de l'État a fait le point sur chaque domaine de la vie nationale, on a vu le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, exposer sur les avantages du ZLECAf, etc. Et on a vu d'autres ministres, le ministre de l'Intérieur également est intervenu pour parler des sous-SIAT, des commissariats qu'il est en train d'implanter. Ce sont des questions importantes, mais de mon point de vue, la question la plus importante, c'était cette inauguration qui permet aujourd'hui aux Congolais de se faire soigner chez eux et d'économiser des devises. Gardidiana, on peut dire que l'histoire se répète, parce que quand on entend ce que Bienvenue dit, un centre hospitalier pour soulager les Congolais, on en a connu ici à Kinshasa avec l'hôpital du cinquantenaire. Par la suite, les Congolais se sont plaints. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, ça sera adapté aux problèmes et même aux réalités de la population? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une jointe venture. L'hôpital du cinquantenaire était des capitaux venus de l'étranger et généralement en collaboration avec l'État congolais. Ici, on parle d'un centre de santé qui a été réalisé sur fond d'une société du portefeuille de l'État. On parle de la Caisse nationale de sécurité sociale qui, au-delà de l'aspect investissement, résout un problème en termes de couverture des sinistres. Il ne faut pas oublier que c'est une institution qui prend en compte, qui gère la retraite
de Congolais. Et donc, pour moi, c'est à mon sens l'un des éléments essentiels, pour moi, dans les dynamiques mises en place. Et je crois qu'il y a lieu de saluer le management qui est mis en place aujourd'hui, parce que c'est vrai, l'INSS, la CNSS, parce que ça a changé, a toujours eu un peu plus d'avantages, mais c'est une question de management. Si je vous dis le nombre de patrimoines que cette société gère aujourd'hui, vous poserez beaucoup de questions, mais les gens ne savent pas que la CNSS est également actionnaire dans beaucoup de sociétés de l'État. Et pour moi, je crois que c'est faire œuvre utile de ressources d'une société de cette nature-là, et on ne peut que saluer. Maintenant, la question c'est: est-ce que le politique serait prêt, ou encore l'État congolais serait prêt à donner suffisamment d'avantages de manière concurrentielle? Parce que nous connaissons la mentalité des politiques. Généralement, le souci d'aller se faire soigner à l'étranger répond aussi aux besoins de ressources. Ils savent que quand ils mettent là-bas, ils gagnent un peu plus d'argent et puis ils profitent pour aller faire autre chose. J'espère qu'ils vont comprendre la nécessité de faire en sorte que le capital reste en interne. Et je me pose la question, je dis Lubumbashi, oui, c'est bien, mais après, il faudra multiplier ce modèle-là dans différentes villes. Pour moi, ça serait la meilleure des choses pour permettre à cette société, au-delà de l'investissement, je me répète, d'avoir une capacité de couverture des sinistres, généralement pour une société qui gère le retraite des... Très bien. Alors, Faustin, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus captivé dans cette, je dirais, c'est ce jour du président de la République au Katanga? Merci pour la question, Guy. Moi, je retiens plus la symbolique. La symbolique, évidemment, je crois, le DG Bakwa a effleuré le sujet. Pourquoi avoir choisi les Katanga? D'abord, il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est, la guerre, évidemment, même si notre budget est amputé d'à peu près 4 à 10%, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le poumon économique, c'est le Katanga. Donc si la RDC continue encore à tenir sur le plan économique, c'est parce qu'on a encore les mines à notre contrôle. Il était évident que le chef de l'État, comme garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions, aille là où se joue le destin du pays. Et le destin du pays, quand on vous dit 70% du budget de l'État est financé par les mines, il était important d'arriver sur place. Ce n'est pas pour rien qu'il a même tenu une réunion de conseil de sécurité. C'est vrai que selon les premières informations qui nous ont été partagées, il devait continuer vers le Lolaba. Mais on nous dit finalement que le chef a dit interrompre et rentrer finalement à Kin. Bon, il a ses raisons. Et puis au-delà de ça, il y a encore le problème, cette question, ce débat que le chef a suscité autour du chemin de fer, son désir de relier le sud avec l'ouest, en passant par les grands Kassai. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça suscitait une certaine polémique au niveau des réseaux sociaux, dans l'opinion interne, parce qu'on se demande finalement, entre cette promesse et les corridors de l'Obito, qu'est-ce qu'on doit gagner? Donc il y a un calcul économique qui doit être fait. Et à mon avis, évidemment, aujourd'hui, on a intérêt à ce qu'on puisse capitaliser notre participation au corridor de l'Obito. Parce que s'il faut construire un chemin de fer à partant du sud, est-ce que ça dérangerait? À partant du sud jusqu'à l'ouest, d'abord, oui. Les coûts sont énormes. Les coûts sont énormes en termes de coûts de structure. Je pense qu'on a tout à gagner à aller vers l'Obito quand on construit encore un chemin de fer. Est-ce que ça dérangerait l'opérationnalisation de Aujourd'hui, on a déjà un chemin de fer qui fait les Katanga jusqu'à Ilebo. On sait qu'aujourd'hui, on a du mal à rentabiliser ce chemin de fer parce que c'est un chemin de fer qui date. Aujourd'hui, les écartements au niveau de la ligne Sakanya et Lebo, on les retrouve plus facilement sur le marché. Donc s'il faut refaire le chemin de fer de sud jusqu'à l'ouest, on doit tout refaire, sans s'appuyer sur ce qui existe. Parce que ce qui existe, on ne trouve plus ce genre d'écartement sur le marché. Moi, je crois qu'on a tout intérêt à, comme je l'ai dit tantôt, à capitaliser notre participation au corridor de l'Obito. Parce que les exemples sont légion à travers le monde. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, la Russie lance ses fusées Soyouz à partir du Kazakhstan, qui n'est pas un territoire russe, mais reste compétitif sur le marché. Donc on peut bien être participant au corridor de l'Obito, mais en tirer profit. Tout dépend du management qui sera mis en place. En tout cas, à mon avis, j'estime que un débat ou un projet sur un chemin de fer qui irait du sud jusqu'à l'ouest, d'abord Aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, on préfère faire des chemins avec des lignes électriques. On revient encore avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire tout le développement chez nous part de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on fasse encore un chemin de fer en utilisant des locomotives à diesel. Surtout avec nos engagements sur le réchauffement climatique, ça serait totalement irrationnel. Donc moi, je crois à mon avis, il est très important, comme on est déjà inscrit dans ce schéma, des corridors de l'Obito, il faut qu'on sache en tirer profit. Rêver encore de construire un chemin de fer qui irait de l'ouest. Peut-être la meilleure chose à faire, c'est
c'est de rationaliser la nationale numéro 1 qui existe déjà. Peut-être on peut fructifier la voie routière, mais aller dans un chemin de fer, à mon avis, ça paraît économiquement. En suivant Faustin, on a l'impression qu'il est vraiment radical dans sa position, surtout à ce qui concerne cette proposition du chef de l'État de relier par la voie ferrée. Et moi, j'aimerais rebondir dessus, parce qu'il évoque le corridor de Lobito. Est-ce que ces souhaits du président de la République dérangeraient, ou on peut en faire d'une pierre deux coups, Tarman? Oui, d'abord, je voudrais rebondir sur, parce que quand j'analysais, au fait, ce séjour du président de la République dans les Katanga, au fait, mon coup de cœur, ça a été justement l'inauguration de cet hôpital, ce centre hospitalier Tshisekedi Chilombo, qui est des niveaux tertiaires. Et c'est une première, un premier ouvrage de 5 ouvrages de ces types qui seront bâtis en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé, au fait, notamment, un des motifs pour lesquels on a créé cet hôpital, c'est notamment pour réduire les évacuations médicales à l'extérieur. Guichongu, chaque année, nous dépensons, et le ministre de la Santé l'a dit dans son allocution à cette occasion, nous dépensons 35 millions de dollars pour les évacuations médicales. C'est trop. Il est temps que l'RDC se dote des institutions hospitalières dignes de ce nom pour permettre à ce que le malade qui ont puisse être traité sur place chez nous. Ces infrastructures hospitalières, nous en avons à Kinshasa. Nous avons l'hôpital général qui a été même rebaptisé et même redoré. Exactement. Nous avons l'hôpital du Cinquantenaire, nous avons ci et là. Est-ce que c'est encore ça le problème? Si, c'est encore ça le problème. Écoutez, Kinshasa n'est pas le Congo, mon cher Guichon. Si nous avons les centres, l'hôpital du Cinquantenaire, on a aussi l'hôpital de Kanchachi qui a été modernisé et le nouveau hôpital Mamayemo qui a été, Mamayemo New Look, qui a été aussi dans les services n'ont pas encore repris voilà. Jusque-là. Voilà. On se pose la question, on en parlera prochainement. Oui. Tout ça, c'est à Kinshasa, mais Kinshasa n'est pas le Congo. Ici, nous sommes à Lubumbashi. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi des centres de ce type. Pourquoi pas au Maniema, pourquoi pas à Kisangani et dans les Kasaï. Mais pourquoi, malgré le peu qu'il y a, le gros du financement continue à être orienté vers l'extérieur? Ah, c'est ça le problème, puisque déjà, avec l'hôpital du Cinquantenaire, ça avait cette vocation-là. Puisque quand les initiateurs de l'hôpital du Cinquantenaire disaient désormais on serait en mesure de prendre en charge n'importe quelle maladie sur place ici, mais on continuait toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les évacuations médicales, il y avait tout un réseau mafieux là-dedans. Il y a des individus qui tiraient des fonds de l'État, qui profitaient de ces réseaux, de ces transferts à l'étranger. Mais je voudrais un peu revenir sur ce que Faustin disait tout à l'heure par rapport au chemin de fer. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi. Je l'ai déjà dit ici. Entre 1982 et 1994, j'étais à Lubumbashi. Lubumbashi, dans les temps, c'était une plaque tournante, en tout cas, à ce qui concerne les commerces. Parce que dès Lubumbashi, il y avait le train qui allait à Sakanya, à la frontière avec la Zambie. Il y avait un train de Dilolo qui allait à la frontière avec l'Angola. Il y avait un train de Kindu. Et tout ça, c'est chaque semaine. Un train pour les Kasaï, un train pour Ilebo, un train pour Kalemi. Et tout ça, ça se passait dans une semaine. Il y avait au moins 7-8 navettes qui allaient 2 jours après, qui revenaient. Mais aujourd'hui, tout ça n'existait plus. Où les trains circulent selon... En tout cas, ce n'est plus comme dans le temps. Donc, revenir au chemin de fer, c'est une bonne chose. D'abord, moi, je pense qu'il faut réhabiliter la voie qui existait déjà. Dernièrement, quand j'étais à Lubumbashi, j'étais choqué, puisque quand je suis parti de Lubumbashi en 1994, je suis revenu presque 20 ans après. Et quand je suis revenu à Lubumbashi, c'était en 2017 ici, j'étais choqué de voir que... Parce que, quand je suis allé faire des courses au niveau de là où on s'approvisionne en poisson salé, j'ai vu que les rails qui vont vers Sakanya ont été déterrés.
il y avait les câbles électriques qui étaient... Tout ça déterré, ça m'a choqué. Pour quelqu'un qui a vécu dans une ville qui était, dont le chemin de fer a une histoire avec cette province. Donc, pour moi, il faut revenir au chemin de fer. Et à cette époque-là, il y avait même des lignes qui partaient de Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud. Il y avait des navettes comme ça, qui partaient de Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud. C'est-à-dire notre réseau ferroviaire était intégré à celui de la Zambie et de toute l'Afrique australe. Donc, c'est important qu'on revienne sur... Je reste toujours sur ma soif. Oui, justement. Je voulais dire que par rapport au corridor, oui, je ne suis pas d'accord avec Faustin quand il dit qu'on se contente du corridor de Lobito. Non, le corridor de Lobito, ça donne sur un pays étranger qui est l'Angola. Nous avons la possibilité d'avoir notre propre corridor qui partirait du Katanga jusque dans le Congo central, à moins d'avec les ports en eau profonde qu'on est en train de construire. C'est une nécessité, c'est une nécessité. Puisque ces corridors-là, si vous regardez bien, ça va traverser une douzaine de provinces de la RDC. C'est important. Par la voie ferrée, si nous lançons la voie ferrée sur 12 provinces, imaginez l'implication sur le plan économique. Ouais. C'est énorme. Donc, on ne peut pas se contenter seulement du corridor de Lobito. Nous avons la latitude d'avoir un corridor sur lequel nous avons la pleine souveraineté. Et ça, c'est le corridor de Mwanda qui est important. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression que je ne me suis pas fait bien comprendre. En fait, je ne remets pas en cause la nécessité d'avoir un chemin de fer qui partirait du sud jusqu'à l'ouest. C'est une évidence. Au moins pour notre indépendance économique, il est important qu'on puisse avoir une infrastructure que nous maîtrisons de bout en bout. Exactement. Mais je dis pour le moment, il ne faut pas ignorer que les chemins de fer dont parle Amédée, qui a fait le grand bonheur du Grand Katanga, il ne faut pas ignorer que ce chemin de fer a été construit dans un but essentiellement pour l'évacuation des minerais du Grand Katanga. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec la détérioration de la ligne Lubumbashi-Ilebo, il était important qu'on puisse trouver une solution de rechange. Et la solution qui a été trouvée, c'est par la route. J'ai dit, en fait, mon problème, c'est qu'on doit se contenter d'abord pour se projeter dans l'avenir, il faut se contenter de l'existant. Et l'existant, c'est quoi? Si on doit se lancer dans un projet aussi pharaonique d'un chemin de fer sud vers l'ouest, je vous dis qu'on ne peut pas se contenter du réseau existant. Amédée l'a dit tout à l'heure. Il y a des rails qui ont été pratiquement déterrés, déplacés. C'est qu'il faut reconstruire notre chemin de fer mais pas impossible. En fonction des réalités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à refaire par exemple la ligne Kinshasa-Matadi. Parce que sur le marché actuellement, au niveau mondial, ce genre d'écartement n'existe plus. Ces locomotives sont des vieilles locomotives et ce genre d'écartement, on les utilise plus. Mais on peut s'adapter. C'est qu'aujourd'hui, si on a le projet de construire un chemin de fer qui va du sud jusqu'à l'ouest, il faut qu'on en fasse un autre. Et en faire un autre, ça demande beaucoup. Or, aujourd'hui... Cela me dit que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour en faire un autre. On connaît comment ça fonctionne chez nous. Or, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on est partie prenante du corridor de Lobito. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la Russie, qui envoie ses fusées à partir du Kazakhstan. Kazakhstan, c'est un autre pays. Mais aujourd'hui, la Russie est compétitive sur ce marché-là. C'est qu'on peut bien, à partir d'une infrastructure à laquelle on est partie prenante, même si elle est située dans un pays tiers, tout dépend des accords qui sont mis en place. L'État peut-être... Bienvenue et Amédée. L'État peut-être tout réorganiser. Je vous départage. Bienvenue et Amédée. En termes de coûts, moi je suppose qu'en termes de coûts, il serait plus important de capitaliser notre participation au corridor que de se lancer dans un projet qui serait économiquement irrationnel à mon avis. Écoutez, en tout cas ce que dit Faustin, moi je ne partage pas. Évidemment pour la simple raison qu'on ne peut pas se priver d'une ligne de chemin de fer qui partirait de l'est à l'ouest. Le pays, ce n'est pas le mandat du président Tshisekedi. Non. Le pays, il faut se projeter, et ça c'est intéressant de se projeter dans 30 ans, dans 40 ans. Demain, on va avoir le port en eau profonde de Badana. Et il sera rentable comment si le cobalt qui vient du Katanga ne passe pas par là pour sortir par la mer. Donc je pense que le président Tshisekedi s'est projeté vers les prochaines décennies. Il ne se contente pas seulement de son mandat actuel pour dire que bon, le coût est exorbitant, le budget de l'État ne pourra pas supporter ce coût et que finalement ce serait un éléphant blanc. Aujourd'hui, on profite des effets bénéfiques
du barrage d'Inga, par exemple. Mais à l'époque, tout le monde, y compris à la conférence nationale, nous tous, on avait dit que c'était un éléphant blanc. Mais aujourd'hui, hein, la petite production du barrage d'Inga permet de couvrir les besoins de Kinshasa et même du Katanga. Donc, ce chemin de fer, cette ligne-là, elle est importante. Elle est importante lorsqu'on s'inscrit dans la durée, lorsqu'on se projette dans l'avenir, qui voudrait qu'on puisse également désengorger, désenclaver 12 provinces, Amédée vient de le dire. C'est important. Et pour moi, il faut même aller loin. Il faut avoir une ligne qui partirait du sud-est au nord-ouest. À ce qui concerne les voies de communication, par rapport aux côtes, la voie de communication qui coûte le moins cher, c'est les voies navigables, c'est-à-dire le bateau. Après les bateaux, c'est les rails. Par rapport au coût. Ça coûte moins que, les routes. Voilà. Oui. Et ensuite, les routes maintenant. Vous voyez. Donc, si vous avez les voies ferrées, ça aura un impact sur les coûts de la vie, les coûts des transports, de marchandises et autres. Parce que très important. Le chemin de fer passe par tout le village. Je crois contrairement à la route, selon vous. C'est vrai. Le train, on finit avec le chemin de fer peut sembler coûter cher. C'est vrai parce que la route s'entretient régulièrement. Quand on pense au coût de l'entretien régulièrement, c'est normal qu'on va dans cette logique-là. Mais là où ils s'opposent, en fait, chaque thèse tient. Les autres sont dans les très longs termes. Faustin est dans le court terme. Maintenant, ce qui est faisable, dans le moyen terme, ce qui est faisable, qu'on peut faire avec beaucoup d'avantages. Moi, je prends un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, au regard de perspective, je pense que la route, réhabiliter la RN1, serait avantageux pour beaucoup, notamment d'autres structures. Aujourd'hui, on va aller sur le plein potentiel des structures comme le FONER avec la redevance sur les cieux. Avoir des routes convenables permet encore d'ajouter un peu plus de ressources à cette institution-là. Si on veut faire le train, c'est bien, mais à la limite, pour l'instant, commençons par le route. Très bien. Il n'y a pas de problème à ça. Ok, nous allons cette fois-ci prendre notre deuxième sujet. Je pense qu'il y a tellement à dire au sujet de ce séjour du président de la République. Nous allons nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec ce rapport des Global Witness qui indexe clairement, encore une fois, les minerais de la RDC, on parle du coltan, blanchi au Rwanda, mais un rapport qui intervient presque au même moment. Je vais commencer avec vous, avec l'interpellation de Washington, qui demande d'ailleurs au Rwanda de retirer ses troupes, d'autant que la présence de ces troupes dérange les affaires beaucoup plus, complique la tâche aux investisseurs. Ce rapport, comment l'avez-vous jugé d'abord pour commencer? Bon, disons, pour être sincère, évidemment, les rapports de Global Witness, c'est du déjà connu. En fait, du déjà connu. L'histoire du drame qui s'abat dans l'Est, elle a été clairement documentée depuis le rapport Mapping. Tout a été dit dans ces rapports. En fait, le déclic de tout ce qui s'est fait à l'Est aujourd'hui, ça se trouve dans ces rapports, qui n'a jamais été suivi d'action. Évidemment, avec le rapport de Global Witness, avec tout ce qu'il y a comme mouvement au niveau de Washington, au moins aujourd'hui, on se rend compte que la guerre de l'Est, c'est une guerre essentiellement... Ils sont allés au-delà de ce que les experts de l'ONU ont dit. En fait, c'est une guerre au-delà de tout ce qui peut être dit, aussi bien à Kigali qu'à Addis Abeba au siège des Nations Unies. Tout ce qu'il y a comme argument fallacieux là, développé autour de cette guerre, essentiellement par les Rwandais, soi-disant de motivation sécuritaire, les FDLR, ainsi de suite, ce sont juste des échappatoires, c'est juste un épouvantail. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec l'évolution qu'il y a sur le terrain, on se rend compte que les grandes motivations de la guerre sont essentiellement économiques. Vous savez, quand les gens de la coalition AFCM M23, là, quand ils sont arrivés à Walikale et qu'ils ont condamné l'entreprise, la Alpha Mine, à arrêter ses activités, il a suffi que Washington tonne parce qu'il y a des intérêts américains, des intérêts canadiens dedans. Quand Ottawa et Washington ont tonné, les rebelles se sont retirés sans tirer un coup sans tirer un moindre coup. Et aujourd'hui, avec ce que révèle Global Witness, vous vous rappelez encore qu'au niveau du Parlement européen, s'il y a un pays de l'Union européenne qui s'était farouchement opposé à ce qu'on prenne des sanctions contre les Rwandais, c'est le Luxembourg. Aujourd'hui, on se rend compte que le Luxembourg a des gros intérêts économiques et que le coltan qui est raffiné au niveau de Kigali, des coltans congolais, la plaque tournante au niveau de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Donc, l'avantage pour ces rapports, c'est que de plus en plus, les masques commencent à tomber. De plus en plus, en fait, on est en train de déployer Kigali de tout ce qui peut présenter comme prétexte pour justifier la présence de ces troupes au Congo ici.
Parce qu'au moins, on se rend compte que les Rwandais profitent de la déstabilisation de la partie Est pour se faire une santé économique. Certaines personnes pensent que c'est un rapport de trop et de plus. Ce qui est attendu, c'est plutôt des sanctions concrètes plutôt. Votre réaction? Ce qui est vrai, c'est que ce que Global Witness vient de publier, c'était déjà connu. Je me rappelle même le ministre le ministre des Mines, quand il est passé dernièrement au briefing, il a fait mention de Traxys comme faisant partie des sociétés qui achètent les minéraux congolais pillés par les Rwandais à partir de Kigali. Ça, c'est connu. Moi, je pense que le plus important... Elle a été blacklistée, cette société? Toujours pas? Il y a des démarches, en tout cas, le ministre des Mines a ciblé un certain nombre d'entreprises, notamment le Traxys et d'autres entreprises localisées, je crois, en Belgique et tout, et qui sont dans ces négoces-là des minéraux pillés en République démocratique du Congo. Ce que je voulais dire, c'est que le plus important actuellement, parce qu'on connaît plus ou moins toutes ces entreprises qui s'approvisionnent au Rwanda à partir de minéraux pillés en RDC, c'est que la RDC fasse un effort de parler vraiment franchement avec les acheteurs de ces minéraux. Qui sont ces acheteurs? Ils sont en Chine, ils sont au Qatar, ils sont aux Émirats arabes unis, puisque 82% des exportations du Rwanda vont aux Émirats arabes unis et en Chine. C'est là que la Kinshasa devait prendre langue avec, qui sont des partenaires, des grands partenaires de l'RDC, pour parler avec eux, pour les dissuader à ne pas acheter le minerai pillé par les Rwandais. C'est ça l'effort qui reste à faire pour Kinshasa, je pense. Puisque si seulement ces pays-là, la Chine et les Émirats arabes unis, le Qatar, refusent d'acheter ces minerais pillés, où est-ce qu'ils vont vendre encore? Bienvenue. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est dans cette logique-là? Écoutez, et dissuader les acheteurs pour les réorienter vers la RDC. Mais tout à l'heure, vous avez dit que si c'était un rapport de trop. Moi, j'ai dit que pour documenter les crimes de prédation et les crimes commis par le Rwanda en République démocratique du Congo, il n'y aura jamais des rapports de trop. Tous les rapports sont les bienvenus. Et surtout que ce rapport-là est en train de cristalliser ce que tout le monde sait. C'est même un bonus pour la République démocratique du Congo qui un jour, il faut toujours garder dans un coin de la tête, il y aura des procès. Des gens vont passer devant les juges pour les faits qu'ils ont commis, les faits graves qu'ils ont commis, les crimes graves qu'ils ont commis en République démocratique du Congo. Mais le gouvernement est dans cette logique-là dès le début. Le président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, il a commencé par tendre la main. Et après avoir tendu la main, et il a vu qu'on était plutôt en train de tordre cette main, il est passé à l'autre phase. C'est d'expliquer à la face du monde que nous sommes victimes d'un pillage. Évidemment, on me dira qu'avant aussi on disait la même chose, mais ici, on le fait de manière systématique. À toutes les occasions, on désigne l'agresseur, on désigne le prédateur. On explique les causes d'une guerre qui a fait plusieurs millions de morts. Et là, aujourd'hui, on connaît les resellers, parce que c'est le terme, ceux qui achètent chez les resellers, ceux qui achètent chez les voleurs, ils deviennent des resellers. Et comme ils sont resellers, ils sont punis de la même manière que les voleurs. Oui, les prédateurs, ils sont punis de la même manière parce qu'ils participent, ils concourent objectivement et activement à la commission des crimes qui sont perpétrés en République démocratique du Congo. Donc, ils ayant été identifiés, moi je pense que demain, Madame la ministre d'État Wagner va prendre son bâton de pèlerin pour aller au Luxembourg et parler avec les autorités. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est dans cette logique de vouloir dissuader ces acheteurs afin de retourner leur regard vers la RDC? Mais justement, c'est ce que je dis, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Vous croyez que le deal aujourd'hui en discussion, on en parle, même si on n'a pas encore conclu, mais on en parle et on a vu les déclarations américaines qui sont allées au-delà des attentes des Congolais pour dire, messieurs, retirez vos troupes parce que nous, on veut faire les affaires en République démocratique du Congo. Mais c'est parce qu'il y a une volonté politique et il y a une action politique et diplomatique qui a été menée auprès de ces capitales pour leur dire, messieurs, celui-là, c'est un voleur. Venez acheter, venez par la grande porte.
nous sommes disposés, on nous dit, à améliorer le climat des affaires. Oui, il faut améliorer le climat des affaires, notamment produire suffisamment d'électricité. Faustin l'a dit au début et il le redit à chaque émission, il faut produire suffisamment d'électricité pour espérer le développement de ce pays. Parce que dans le classement Doing Business, l'électricité joue pour beaucoup. Gardidiana, nous avons vu beaucoup de pays se voiler la face, condamner, mais entre-temps, sourdine, appuyer le Rwanda. Comment jugez-vous la position de Washington aujourd'hui? Je crois que face à la crise qui prévaut dans l'Est. La position de Washington est tributaire justement de l'attitude de Kinshasa depuis un moment sur cette question-là. Washington n'a pas bougé le pouce juste parce qu'on continue à pleurnicher, mais il y a également une diplomatie des couloirs qui est menée en discussion. Vous savez, moi, dans ce rapport, là où moi je préfère mettre mon doigt, c'est la responsabilité de la France qui est de plus en plus mise en exergue. Parce que moi, quand on a parlé des Traxis, je me suis interrogé, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un litige dans les tribunaux de France entre Traxis et son principal pourvoyeur, un certain Gaël Boulot, qui, je me rappelle, était l'un des collaborateurs très proches de Nicolas Sarkozy. Il travaillait avec son directeur de cabinet en 2008, élevé même au rang de chevalier national de l'ordre de mérite en 2008. Agriculteur à la base, mais aujourd'hui, c'est lui, les ténons, le vrai négociateur qui livre justement ces matières premières à Traxis, qui va le commercialiser en interne. Et je crois qu'à ces moments-là, il faut vraiment interroger la responsabilité des uns et des autres. Et pour moi, ce rapport, la vie encore une fois de plus, nous permettre d'éclaircir un peu le champ et permettre à la RDC de savoir exactement s'il faut discuter où. Mais la responsabilité, la position oui, la position de Washington, pour moi, c'est la résultante d'une politique mise en place aujourd'hui. C'est vrai que Kinshasa est dans une approche un peu économique avec les États-Unis, ce qui permet à Washington également, vu le contexte et au regard du besoin, notamment avec les avancées prises par la Chine sur le secteur des matières premières de l'Afrique, veut changer sa politique à ces niveaux-là. Et donc, quitte à nous de pouvoir profiter et mettre en place des bonnes politiques pour ne pas sombrer dans les négociations bidons comme on l'a fait autrefois. Alors, notre troisième sujet, je l'ai annoncé, nous parlons de grands défis de Kinshasa. Comment y faire face aujourd'hui? On doit l'avouer, même le reconnaître, que Kinshasa, beaucoup en parlent, mais ils en parlent pas aisément quand il faut présenter la gestion de la ville. Beaucoup de choses se disent, la population migre en expert. Il y a des accusations, de fois, je dirais, fortuites. Alors, je commence avec vous, Faustin. Quels sont les grands défis aujourd'hui face auxquels la capitale est butée, avant qu'on parle des solutions à apporter? Merci Guy pour la question. Je voudrais d'abord vous amener à un exercice de mesure de grandeur pour voir toute la complexité de la ville de Kinshasa. Déjà en termes de population. Vous savez, la population, rien que la population de Kinshasa, c'est la population de tous les pays de la CEMAC réunis. C'est plus même. Donc vous prenez le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Guinée équatoriale. Tous ensemble, tous réunis là, ne font même pas la population de Kinshasa. Je prends encore une autre mesure. Vous savez, les Gabonais viennent, ils ont organisé les élections présidentielles récemment. Vous connaissez le nombre du corps électoral là? 600 000. C'était 600 000 quelque chose. Là. Donc le président Oligui là, il est président parce qu'il a été élu par 600 000 habitants. 600 000 habitants, ce n'est même pas la population de notre district de Tchangou ici. Donc déjà par rapport à... Si déjà vous avez cette représentation... C'est complexe déjà à ce niveau-là. Déjà vous vous rendez compte que gérer la ville de Kinshasa, c'est autrement gérer toute la CEMAC en termes de population. C'est pour dire qu'on ne peut pas être gouvernant de la ville de Kinshasa et se sentir à l'aise. Parce que les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Surtout avec notre capitale là, qui a été, il faut le reconnaître, qui est totalement détruite. C'est une ville en lambeaux. Aujourd'hui, la capitale Kinshasa, c'est une ville à refaire, même pas à reconstruire. Parce que si on dit reconstruire, on suppose qu'il y a quelque chose qui existe, on peut les refaire et réhabiliter. Mais aujourd'hui, il faut reconstruire toute la ville. Parce que même avec, déjà avec l'occupation géographique de la ville, est-ce que vous savez que c'est juste 10 à 15% de la ville qui est habitée? À peu près 80% est inhabité. Et 80% se trouve presque dans les districts de la Tchangou. C'est inhabité aujourd'hui. C'est que toute la population de la ville est concentrée quelque part. Normalement, la bonne politique de la ville devait être une politique de délocalisation. On prend des communes qui ont vieilli, comme des communes de Lingwala, les communes de Barumbu. On prend tous ces gens-là, on les délocalise, on les envoie à l'Est pour reconstruire notre ville. Mais comme
par rapport aux discussions qui nous a préoccupés tout à l'heure, on doit réfléchir à court, moyen et long terme. Évidemment, à court terme, aujourd'hui, il faut rien à faire, apparemment. Il faut partir. On vous entend parler, il faut partir de le quelque court part. terme, maintenant, aucun tableau. Il faut partir de quelque part. Ouais. Quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, je ne voudrais pas me mettre à la place du gouverneur. Je le vois déjà, c'est un homme... bon, c'est vrai, quand il a postulé comme gouverneur, certainement, il a eu une idée de ce qu'il voulait faire de la ville. Il croit à son programme, qui n'est Zobonga, et nous espérons que qui n'est réellement Zobonga. Mais aujourd'hui, par rapport à la ville, la grande priorité aujourd'hui, d'abord, ce sont des routes. Nous en souffrons tous les jours. Moi, je suis à Lemba. Pour partir de Lemba pour arriver au centre-ville, ça me prend minimum 2h30. Sans compter ceux qui habitent la partie ouest de la ville. Mais quand vous parlez des routes à Kinshasa, la responsabilité partagée, ce n'est pas simplement l'hôtel des villes de Kinshasa. C'est ça, justement. On s'embrouille. Quelquefois, on s'embrouille quand on va dans ces débats sur la démarcation entre qu'est-ce que la ville doit faire, qu'est-ce que le gouvernement central doit faire. Il faut reconnaître que le Kinshasa, qui a été érigé en province, c'est d'abord la capitale de la République démocratique du Congo. C'est que pour reconstruire ou refaire la ville, ça relève et de la responsabilité du gouvernement de la ville et de la responsabilité du gouvernement central. Donc quand le gouvernement central injecte des fonds pour la voirie de la ville, il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse, c'est son obligation. Parce que la capitale, là, elle agit comme gouvernement central pour refaire sa capitale. C'est vrai qu'au niveau de la ville, il y a un gouvernement provincial, mais le gouvernement provincial a ses attributions. Parce qu'aujourd'hui, on doit se demander, tout ce que nous payons comme vignette, c'est vrai qu'on les paye rarement aussi, tout ce qu'on paye comme vignette, tout ce qu'on paye comme impôt, ah ben oui, c'est important de le dire. Je disais, en ordre de priorité d'abord, ce sont des routes. Il faut nous donner de belles routes. Et le deux, c'est l'assainissement de la ville. La ville est sale, très sale. Et ça, c'est une responsabilité partagée. Parce que nous tous, nous avons participé à la dégradation de la ville. Quand dans une ville, imaginez dans une ville où il n'y a même pas, les systèmes des égouts ne fonctionnent même pas, les systèmes de canalisation d'eau ne fonctionnent même pas, les systèmes de ramassage des poubelles n'existent même pas. Je me félicite que hier, le gouverneur a pris une série d'arrêtés, il a créé des administrations qui seront chargées de l'assainissement, du recyclage des poubelles. Évidemment, tout ça, ça demande encore des moyens. Je suis sûr qu'il va trouver les moyens nécessaires pour alimenter toutes ces structures-là. Évidemment, il faut partir de quelque part. Comparons un peu le Parce que s'il faut partir des priorités, en ville, tout est prioritaire. Comparons un peu les choses. On peut, à titre exemplatif, citer le Canada. Nous avons vu même d'autres pays. Tu vas trouver l'ordre de citer d'abord le Brazzaville. Non. On y va doucement. On y va doucement. On y va doucement. J'ai dit bien. Tu traverses déjà l'Atlantique. J'ai fini. Ma question arrivera enfin. Donc, nous avons, je cite le Canada ou d'autres pays, oui. La reconstruction ou la réhabilitation de routes, c'est avant tout la taxe. Ce sont les contributions des habitants, de la population, qui permettent au gouvernement d'injecter pour la réhabilitation de routes. C'est pareil ici. Ici, est-ce que les services de mobilisation de recettes au niveau de la ville font leur travail pour faciliter le travail, justement, au gouvernement provincial? Est-ce que je peux ajouter quelque chose à la question? Est-ce que la population aide aussi la ville à remplir toutes ses missions? Voilà. Mon cher Guichungo, Faustin parlait de la complexité ou même de la particularité de Kinshasa, qui est à la fois la capitale de la RDC et une province comme toute autre. Mais il se fait que, en tant que capitale et en tant que province, il y a tellement de choses qui sont en commun entre les autorités de la ville et le gouvernement central. Et c'est pourquoi il parle de responsabilités partagées. Je vais juste prendre à ce qui concerne par exemple le budget. Vous savez que le gouvernement central rétrocède à chaque province un certain nombre, un budget. Et quand je regarde ce qui est rétrocédé à toutes les provinces, je vois qu'aucune province n'a les 100% de ce que le gouvernement central lui doit. Par exemple, en 2024, Kinshasa devrait bénéficier du gouvernement central, c'est-à-dire du Trésor, jusqu'à 522 millions de dollars.
qui devait servir et à payer les fonctionnaires de la ville et pour le fonctionnement des institutions et tout. Mais sur les 522 millions de dollars, le Kinshasa n'a perçu que 302 millions de dollars. Donc vous voyez que 200 millions de dollars manquent à l'appel. Or, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 200 millions de dollars? Donc c'est déjà ça le problème. C'est-à-dire que si déjà le gouvernement central est trop gourmand ou qui prend les gros de revenus de l'État et l'utilise comme bon lui semble, sans penser aux provinces, ça c'est déjà un souci. C'est-à-dire que ça prive non seulement Kinshasa, mais toutes les autres provinces des moyens nécessaires pour faire face aux problèmes qu'ils ont. Très bien. Alors, maintenant j'en arrive. Un autre problème, c'est quoi? En fait, vous avez parlé de la mobilisation des recettes. À Kinshasa, il y a la DGRK, la Direction provinciale des recettes de Kinshasa. Alors, le problème avec cette direction, en tout cas, c'est un secret de polichinelle, que c'est une institution qui est tellement corrompue et qui utilise des moyens de collecte encore rudimentaires qui fait que, en fait, qui favorise cette corruption ou bien cette érosion fiscale. D'où les défis, parce que vous avez commencé à parler, quels sont les défis? Les défis, c'est celui-là. Comment digitaliser tous les moyens de collecte de fonds de manière à permettre à Kinshasa à mobiliser suffisamment de fonds et faire face à la politique de la ville. C'est ça, c'est un challenge. Et je crois, pour avoir lu quand même le programme du gouverneur Daniel Bumba, je pense qu'il y pense vraiment et il s'y attelle. Je crois que s'il parvient à lever ce challenge-là, ça lui permettrait de tirer en tout cas suffisamment de moyens pour appliquer sa politique. Alors bienvenue, nous avons vu défiler plusieurs gouverneurs à la tête de cette ville. J'aime ça. Malheureusement, le problème n'est toujours pas résolu. Alors la question qui arrive, est-ce que la ville de Kinshasa a une politique de réhabilitation bien tracée afin de faire évoluer et faire avancer les choses? Écoutez, j'aime cette question. Parce que nous avons connu les deux derniers gouverneurs de la ville de Kinshasa, on a connu des gouverneurs folkloriques. Des gouverneurs qui ne sont pas venus gérer, qui sont venus en fait occuper, chauffer la chaise sans poser des actes qui convenaient. J'ai cité André Kimbuta et j'ai cité Ngobila, Gentini Ngobila. On a quand même vu certains chantiers. Non, je n'aimerais pas aller dans les détails parce que ce serait faire insulte aux Quinois que de dire que André Kimbuta et Ngobila ont fait quelque chose. Mais aujourd'hui, ils ont enfoncé le coup. Vous savez qu'ici à Kinshasa, aujourd'hui, on n'a pas de centre d'enfouissement des déchets. Une ville qui produit, je crois, si je ne me trompe pas, 10 000 tonnes de déchets par jour. Et ça dure depuis 14 ans. Depuis le règne de ces deux messieurs. Le règne de ces deux messieurs, on n'a pas ça. Donc il faut commencer par les fondamentaux. Hein, j'estime que le gouverneur Daniel Bumba, qui m'écoute, qui me suit, va commencer par les fondamentaux. Créer un centre d'enfouissement, je pense qu'ils sont en train de s'y atteler. Hein, parce que c'est important. Il faut commencer par ça. Les déchets que nous produisons, les déchets ménagers que nous produisons, ils vont où? Mais ils vont dans les centres des... C'est ce qui explique la saleté de la ville. Oui, mais parce que vous ne nous donnez pas où on va déverser tous ces déchets. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans la rue. On ne va pas les laisser dans nos maisons. Nous les jetons dans la rue, dans les caniveaux. Et conséquence, les caniveaux sont bouchés. Donc on ne peut pas reprocher aux Quinois de n'avoir rien fait. Tout comme on ne peut pas reprocher au gouverneur, parce que je suis sur les réseaux sociaux, le gouverneur Daniel, il fait l'objet de critiques incroyables. Mais on oublie, il n'a que 7 mois. Mais les caniveaux sont bouchés depuis. Hein, les caniveaux sont bouchés depuis. Donc, en 7 mois, on ne peut pas vider tous les caniveaux. Il a trouvé ça. Mais il faut qu'il trouve des solutions. Et je pense qu'il faut qu'il trouve des solutions structurelles. Pas des solutions conjoncturelles aux effets cosmétiques avérés. Donc il faut des solutions structurelles, des solutions qui permettraient à ce que les déchets qui sont produits puissent être recyclés, puissent être enfouis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, ou incinérés. En 7 mois, on peut quand même être à même, je le dis comme ça, de donner un coup fort, un signal fort, voilà le mot. Nous avons vu les précédents gouverneurs
faire plus de 5... Chacun a eu 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Je ne suis pas trop dans les calculs. Moi, ça fait plus de 15 ans. Ouais, Bumba est 15 arrivé, Daniel, ça fait 7 mois. Est-ce que vous sentez aussi un signal fort lancé dans le sens d'aménager les routes? Vous savez, on a promis 63 km de route, c'est vrai. Les autres, en 10 ans, ils en ont fait moins de 50. Non, Gentilly a fait 44 km. 44, oui. il en fait 55. Oui. Ah bon, et que dire 55, Oui. et Bumba est à 40. Ah, Bumba est actuellement à 44. Oui, oui. En 7 mois. En 7 mois. C'est que les Gentilly, autres ont fait en 10 ans. En 10 ans. Pendant tout un mandat. Tout le mandat, oui. Tous les mandats. Mais regardez, la vérité, c'est que vous avez posé une question, vous avez déjà la réponse de manière directe. Elle me vient de vous, mais justement. j'ai toujours dit aux gens, si ce que Ngobila faisait, c'était de la gestion, ça veut dire que moi, je suis le pape. Je l'ai toujours dit. Vous êtes le pape de quoi? Si lui, ce qu'il fait, ça s'appelle gestion, ça veut dire que moi, je suis le pape de l'Église catholique. Le pape de la gestion. Non, ça veut dire que moi, je suis le pape de l'Église catholique. Les saints-pères, c'est moi. Parce que... Il n'a pas quand même été, il n'a pas quand même été le piètre gestionnaire de la ville, de tous les gouverneurs. Je ne veux pas le dire, en tout cas. Lors d'une émission ici, on était sur le plateau, quand le gens jetaient de la pierre sur Daniel Bumba en ce qui concerne le projet marché central. Je répète ce que j'ai dit ici. Quand vous trouvez un montage financier où la ville doit saigner régulièrement plus de 800 000 pour combler une dette dans un projet déjà établi où on ne sait pas tracer qui a fait quoi, qui a dit quoi, un projet qui a été construit sans tenir compte de voies d'accès, le changer, ce n'est pas vous réveiller un matin, vous dites, écoute, ce projet était mal construit, il faut des avenants, et pour ça, il y a toute une procédure, encore qu'on lui laisse la main pour pouvoir le faire, parce que je rappelle ici que ces projets-là, si ça traîne encore, ça a été totalement, j'ai envie de dire, presque pris en charge au niveau de la présidence. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé dans ça un moyen d'étirer un peu d'argent. Mais qu'on s'attaque à Daniel Bumba, oui, c'est logique. Quand on le voit constamment un peu avec les yeux fermés, en train de somnoler dans des réunions officielles, le Congolais le prennent pour un type faible. Ça, c'est la réalité de ce que les gens pensent. L'apparence. L'apparence. Qu'on l'attaque, oui, c'est vrai. Je ne reviens pas sur ce que Fossin a dit, mais Kinshasa, avec l'écart qu'on a, avec tout ce qu'on vit, l'enfer qu'on vit ici, tel que prédit par Adolphe Muzitu, il est logique que les gens s'acharnent sur lui. Et là, maintenant, je reviens sur un élément essentiel. La gouvernance d'aujourd'hui, c'est que je rappelle et j'interpelle le gouverneur et l'ensemble de son équipe. Il a un directeur de cabinet qui est un vieux routier de ces métiers. Ils doivent améliorer leur politique de communication avec la population. Il y a deux choses qu'il ne faut pas cacher. C'est vrai qu'on est en politique, mais aujourd'hui, il n'est pas aisé d'arriver, quand vous cumulez des dettes qui vous prend presque le 40% de vos ressources pour pouvoir fonctionner annuellement, vous ne faites pas semblant. Il faut les dire, comme ça, les indicateurs d'évaluation seront exacts. On s'en prend aux journalistes, mais les journalistes vous attaquent parce que les journalistes n'ont pas conscience de ces éléments-là. Quand les journalistes ne savent pas que vous dépensez tous vos budgets à amortir ou à payer des dettes contractées par vos prédécesseurs, il est logique qu'on vous évalue en fonction de votre capacité de mobilisation de manière intégrale. Et ça, c'est leur problème. Mais dans le fond, quand vous regardez, il y a la volonté. On a parlé ici du centre d'enfouissement des déchets. Là encore, c'est une bonne politique. Mais après, comment l'exécuter ? L'hôtel de ville, qu'est-ce que l'hôtel de ville a comme engin pour pouvoir couvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa en termes de collecte des déchets? Encore que la ville représente... Vous avez dit quoi, Faustin? C'est le collectif de quoi? Le pays de la CEMAC. C'est plus de 6 États. Prenons par exemple... Vous allez compléter avec une question, d'ailleurs rapidement. Est-ce que la gestion de déchets, la population a également une part de responsabilité? Oui, la population. Moi... Ma position parce qu'on ne fait que taper sur Bumba. Par rapport à l'assainissement, ma thèse est la suivante. Tant que l'hôtel de ville de Kinshasa ne trouve pas un mécanisme par lequel chaque ménage qui habite Kinshasa participe à l'assainissement de la ville, en tout cas, on ne va pas réussir. Il faut trouver absolument un mécanisme par lequel chaque ménage participe à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Dans toutes les grandes villes du monde, à Paris, à New York, tout le monde paye pour ses déchets. Les Kinois ne peuvent pas payer pour leurs propres déchets. Donc, si ce qui est collecté auprès des ménages
peut arriver jusqu'à couvrir ne serait-ce que 20%, même 30% de la charge sur l'assainissement, c'est déjà quelque chose. Mais comment contraindre ces clients, ces Quinois à le faire? Comment, par quel mécanisme? Ça paraît fou, ça paraît... ça paraît mécanisme. On met à la parole, mais les Quinois payent aujourd'hui pour des déchets. Nous payons. Déjà. Oui, les Quinois payent. Mais c'est pas organisé. Les pousse-pousseurs passent. Oui, les pousse-pousseurs passent pour 1000 francs. Dans les rivières. Juste. Non, il faut plutôt réalité. Il faut plutôt canaliser. Il y a des moyens pour ça. Justement, bienvenue. Il fait bien de me rappeler. Au fait, une maman, quand il quitte sa maison le matin, il donne l'argent de la maison. Il dit, bon, mbongo yati, mbongo ya nania, ya mapa, mbongo ya kolia. Et puis, il laisse toujours 1000 francs bobo kamati. 1000 francs bobo kamati par jour. Dans un mois, ça fait au moins $10 quand même. Ça dit qu'il revient maintenant à l'hôtel de ville de Kinshasa de trouver un mécanisme pour que capter cet argent. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Moi, je voulais compléter. Moi, je crois que les DG bienvenus l'a souligné tout à l'heure là. Il faut pas trop c'est-à-dire on s'acharne un peu trop sur la population. C'est comme si ils participent pas à l'effort d'assainissement de la ville. Je crois que bienvenue l'a bien dit. Qu'est-ce qu'on a déjà proposé comme modèle à cette population pour qu'il adhère? Rien du tout. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, Amédée l'a souligné tout à l'heure là. Je crois avec dans les grandes capitales, qui nous a amené même très loin à Montréal. Dans les grandes capitales, il y a une économie circulaire qui s'est créée autour des déchets. Exactement. Et c'est ce qui est en train d'être fait, je crois, avec le poste d'enfouissement. Avant, c'était l'enfouissement, mais je crois qu'ils ont levé l'option à ce que ce soit les traitements, les recyclages. Parce qu'on peut en faire même des composts, on peut même tirer de l'énergie dedans. Voilà. Je crois aujourd'hui... Nous avons vu avec Mobila des entreprises... Aujourd'hui, tout ce que la population quinoise attend du gouvernorat, qu'on lui propose un modèle, un mécanisme. Et je suis sûr que les Quinois vont adhérer. Je sais que quand je vais payer 10 000 francs à la fin du mois pour la gestion de mes déchets, je sais que ces déchets ne seront pas déversés dans les égouts pour qu'ils soient bouchés par la suite, ne seront pas non plus jetés dans les rivières pour qu'après il y ait inondation, mais ces déchets seront recyclés quelque part, de façon que ça me retourne autrement sous forme d'un produit. C'est ce qu'il faut proposer. Le problème du civisme. C'est ce qu'il faut proposer. Parce qu'aujourd'hui, on dit simplement, non, les Quinois, tu vois, ils n'adhèrent pas, ils jettent des histoires partout. Mais bien fini l'a bien dit. Tu ne m'as pas dit là où je dois jeter mes déchets. Mais j'en accumule. Il y a également une question de mentalité. Gardi le dit. Une question de... On nous dit pas à quoi ça sert. Mais nous avons... Je jette mes déchets à côté. Nous avons de bacs. Ah bah oui, c'est d'ailleurs ça l'exemple. Personne n'a dit que... Mais les gens ne s'en servent pas. Il n'y a aucune communication. On est en plein centre de mobilisation. Quand je vois un bac, je dois savoir que c'est pour des poubelles. Qui va faire ce travail de mentalité? Avant, je crois que c'est depuis Kimbuta, il y avait les bacs en sachet. Les bleus pour les biodégradables et les autres pour les non biodégradables. Les gens jetaient quand même jusqu'à ce qu'on ne venait pas évacuer. Le reste tombait par terre. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de sensibilisation. Qui doit faire ce travail de sensibilisation et même de changement de mentalité? Non, je rappelais tout à l'heure. Il y a même des structures qui ont été créées. Il y a des structures qui ont été créées. Qui servent à rien. Ils ont du travail à faire. Il y en a, je crois, j'ai compté, ça fait 8 ou 9 comme ça. Il y a 3 qui seront essentiellement consacrés à l'assainissement de la ville. Je suis sûr qu'ils vont mettre en place un modèle de gestion de déchets, de façon à ce qu'amener la population à adhérer. Tout ce que la population attend de la ville, qu'on lui propose quelque chose. Et ils vont adhérer. Et donc, même dans ce cas-là, l'expertise existe. L'expertise qui s'est formée dans l'État. Les pousse-pousseurs qui passent chaque matin là. Il a une expertise en cette matière. Il faut juste le formaliser. Il faut l'engager. Voilà. Leur donner un peu le plus gros problème et le plus grand défi pour la capitale Kinshasa, c'est avant tout la maîtrise ou la gestion des immondices. Non. Sa capacité de mobiliser ses ressources. Pour moi, c'est le plus grand défi à Kinshasa. Être en mesure de capter l'ensemble des ressources mises à sa disposition par le texte. Très bien. Défi? En tout cas, pour moi, Faustin l'a un peu dit, au fait, cette ville, nous devons la reconstruire, la moderniser. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que nous soyons 15 millions ou 18 millions agglutinés sur 10% de la ville. C'est-à-dire qu'il faut penser à comment étendre la ville dans la partie est, c'est-à-dire Maloukoun. Et ce travail va se faire à quel niveau, avec quel ministère exactement? Il y a une responsable. La ville peut toujours penser, mais nous savons que, contrairement à toutes les autres provinces,
contrairement à tous les gouverneurs de toutes les autres provinces, c'est le seul gouverneur de la ville de Kinshasa qui n'a pas le pouvoir sur les fonciers. Ce n'est pas lui qui donne les titres, les autorisations de construire, les titres fonciers. Même avec les catastrophes. Mais malheureusement, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est l'hôtel de ville. Regardez par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une direction de gestion civile et de protection des catastrophes. Et de gestion, non, c'est ce que j'ai dit. De protection civile et de gestion des catastrophes. Cette direction-là, c'est cette direction-là qui dépend du ministère de l'Intérieur. C'est cette direction-là, en principe, qui devait intervenir quand on a eu catastrophe. On ne l'a même pas vu sur le terrain, malheureusement. Je n'ai pas vu ça. Non seulement ça, on a aussi une autre unité, Guichungu, oui, de sapeurs-pompiers. Mais vous savez, ça dépend de quel ministère? Du ministère de Transport. Ah bon? Mais eux non, oui, du ministère de Transport. Et non plus, on ne les a pas vus. Puisque les sapeurs-pompiers, ce n'est pas seulement quand une maison brûle. Regardez en France, quand il y a des inondations, vous voyez les sapeurs-pompiers français en train de secourir les gens avec les grilles, échelles et tout. Mais tout ça relève du gouvernement central, ce n'est pas le gouvernorat. Mais qui des Quinois laissez? C'est ça aussi le problème. C'est un passe. Et vous avez de solutions. Et vous savez, je vais juste glisser un petit mot là, par rapport à ce qu'Amédée a souligné tout à l'heure. Sur les 10% de la ville, toutes les activités de la ville sont concentrées sur un espace qui ne représente que 10% de la superficie de la ville. Vous vous rappelez, Musée Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il avait compris cette réalité. Que non, il fallait déplacer des pôles de développement dans la ville. C'est pourquoi on a créé les marchés de la liberté. Les marchés de la liberté a résolu un grand problème. Voilà. A résolu un grand problème. Au bout de 4 ans, c'est pourquoi il faut diversifier ces gens. Remonter vers. C'est-à-dire, l'idée avec Moussa, c'était qu'il développe les marchés de la liberté, et puis on commence à s'étendre vers l'Est. Un marché, Pascal, et a mis en place un stade municipal juste à côté. Comme ça, on déplace des pôles d'attraction. Les gens ne seront pas obligés de l'hôpital chinois qui est là. Un hôpital de référence dans un niveau de... Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Alors, on va juste ajouter, pour demander aux autorités, au gouvernement, à la mairie de Kinshasa, donc l'hôtel de ville de Kinshasa, je pense qu'on peut expérimenter avec le quartier Ndanu, qui est inondé en permanence et qui est la cause des malheurs actuels au niveau de la rivière Ndjili. On peut délocaliser tous ceux qui habitent ce quartier. On lotit de bons riz là. Oui, on lotit un quartier construit en respectant les nombres, à l'exemple de quartier Cité Maman Mobutu, Cité Verte. C'est faisable. Alors aujourd'hui, Gardi Diana, il y a un problème qui se pose, même une question qui remonte très souvent sur la table. On a tendance à condamner le gouvernement provincial. Beaucoup d'ailleurs indexent le gouverneur. Aujourd'hui, la question principale n'est pas posée. Comment faire pour être à même de mobiliser les recettes afin de répondre aux défis qu'attend Kinshasa? Je crois que je vais donner la même réponse quand vous m'avez posé la question de quels sont les plus grands défis de Kinshasa. C'est permettre à Kinshasa d'avoir la possibilité de mobiliser suffisamment ses ressources telles que prévues par les textes. Par exemple, s'il faut citer dans le détail les vignettes, il faudra que le Congolais comprenne que c'est nécessaire de pouvoir payer pour aller vers les politiques de développement. L'impôt foncier, par exemple, qui est une ressource qui peut permettre à Kinshasa d'avoir un budget parfois plus du double de ce que Kinshasa a maintenant. Parce que s'il faut s'en tenir aux informations en interne, la base autrefois, telle que détenue par la DGRK, était à peine de 120 000 personnes. Alors que 110 000 personnes qui payent l'impôt. Qui payent l'impôt foncier. Et aujourd'hui, on est à... problème. Et après évaluation, la base ramène jusqu'à 600 000. Ça pour une ville de combien d'habitants? 18 millions, à peine 120 000 payes. Exactement. 110 000. Donc ça veut dire que vous comprenez qu'aujourd'hui, Kinshasa, au-delà d'être cette vitrine de la République, au-delà d'être cette ville-province, Kinshasa a la possibilité de mobiliser suffisamment de ressources et peut-être équilibrer avec ce qui doit provenir de l'État et permettre à la gouvernance d'avoir le moyen de sa politique. Et pour moi, c'est le plus grand défi de Kinshasa. C'est alors qu'on pourra parler des orientations dont on parle, relocaliser certains quartiers, encore reconstruire rarement une nouvelle ville. Il faut avant tout l'argent pour être capable d'orienter le regard. Avoir les ressources pour pouvoir mener des politiques structurelles comme on vient de le dire. Et sans oublier, s'il faut compléter, Gardi, chercher des moyens, chercher des voies de mobilisation des recettes, c'est bien. Mais il faut aussi refaire la structure de mobilisation des recettes de la ville. Parce que la DGRK telle qu'elle a été conçue, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qu'il faut vite corriger. Je crois que trouver des moyens, c'est bien, mais donner, en fait,
réfléchir sur la fonctionnalité de la DGRK en tant que structure. Je crois que ça serait aussi plus important. Le challenge, au fait, pour l'hôtel de ville de Kinshasa et le gouvernement provincial, c'est de faire, en fait, ils doivent amener les Kinois à être des vrais citoyens. Un bon citoyen, c'est celui qui paye l'impôt et les taxes dont il est soumis. C'est important. Depuis longtemps, depuis des années, au fait, les Kinois, ils n'ont pas cette culture-là de payer l'impôt foncier, de payer la vignette et tout. Et moi, je suis très content quand je vois qu'il y a une multiplication des chantiers à travers la ville où on est en train de réhabiliter la route. C'est une bonne chose. Je suppose que nous tous, quand nous verrons que toutes ces routes sont réhabilitées, en tout cas, nous pourrons payer et la vignette et voilà, pour encourager. À l'instar de la monnaie qui est une affaire de confiance, le paiement de la taxe aussi, on est. Question de confiance. Et moi, je crois le plus important, j'insiste sur ce point-là, Guy. Le plus important, c'est-à-dire, vous savez, je crois bienvenue l'a souligné tout à l'heure, là, en rappelant les deux précédents gouverneurs, là, Ngobila et Kimbuta. On a tous vécu avec vous dans cette ville. La DGRK a été, les motivations réelles de la création de la DGRK, c'est un service pour contrôler créé pour pourvoir aux besoins du parti au pouvoir. Et je crois que c'est cette chape de plomb qu'il faut faire tomber d'abord au niveau de la population, qu'ils sachent que l'argent que je donne à la DGRK, c'est pour être utilisé par la ville. Voilà. Et donc, je le donne à la DGRK pour être au service d'un parti politique ou d'un gouverneur. Je crois que c'est ce travail qui doit être fait. Et c'est très important. Qui a brisé la confiance aujourd'hui. Si vous voyez qu'il y a une sorte de léthargie, même les intellectuels. Et donc la population n'a pas un retour favorable. Il n'y a pas eu de retour qui a créé les services publics sont défaillants. Aujourd'hui, ce qu'on voit les chantiers, notamment autour du marché central, les routes qui sont en train d'être réhabilitées. Ça redonne la confiance. Ça redonne la confiance. Demander aux Kinois d'appuyer ce qui se fait. Alors, une dernière question tour de table. Dernière question tour de table en toute franchise. Nous avons vu, et je vais me projeter dans le passé, les autres gouverneurs, le précédent, qui ont eu suffisamment de moyens avec la mobilisation des recettes qui n'ont pas pu. Pensez-vous qu'avec les signaux lancés par l'actuel, on peut s'attendre à quelque chose une fois que les recettes sont mobilisées? Avec les découvertes bancaires héritées par Daniel Bumba, c'est compliqué. Mais avec ce que nous voyons, ce que moi je vois aujourd'hui, moi je vais à Gombe chaque jour, je vois que les routes sont en pleine réhabilitation, tout autour du marché central. Ce qui se fait là-bas est extraordinaire. À Gombe, dans d'autres coins également, il y a des routes qui sont dans les communes, à Kintambo, Banda... Oui, on dit que c'est l'argent qui vient du pouvoir central. Moi, je ne demande pas l'origine de l'argent. Ce que je constate dans la ville, il y a des choses qui se font. Il y a quand même une volonté que je n'ai pas vu avant. Tout ce que j'ai vu avant, ce sont des découvertes bancaires. Très bien. Alors, on se quitte. Et j'annonce déjà, pour le prochain numéro, nous parlerons, puisqu'il y a tellement de choses à dire, nous parlerons de ces canaux de mobilisation pour permettre à la ville, province de Kinshasa, d'être à même de ses missions. Gardi Diana souffrait que l'on renvoie le sujet au prochain numéro. Nous parlerons également du taux directeur avec le maintien de 25%. J'ai su voir le regard d'Amédée qui était très excité de donner les chiffres. Ça sera pour la prochaine fois. Mais avant tout, nous allons finir comme d'habitude avec notre caricature qui va apparaître juste derrière moi. Une caricature nouvelle qui nous vient de notre partenaire de tout le jour. Je préfère ne pas citer son nom. Chacun pourra commenter. Je ne fais aucune lecture. Appréciez et allons-y dans les commentaires. Bienvenue, Bakoumania. Écoutez, je vois un personnage, c'est Joseph Kabila, barbe blanche, la moto à côté, et qui passe les troupes en revue. Et les troupes en revue, ce sont les troupes rwandaises, le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Bon, c'est une caricature, et la caricature, c'est la mauvaise foi par excellence. Est-ce que réellement Joseph Kabila est arrivé à Goma? Factuellement, je n'ai aucun élément qui le prouve, mais les médias périphériques, notamment RFI, en fait sa une. Peut-être qu'eux disposent des sources pour le confirmer, mais même dans leur rendu, ils parlent des sources anonymes et des sources qui sont difficilement vérifiables pour nous qui sommes journalistes et qui voulons avoir du factuel. Gardi Diana. Comme la dernière fois, cette caricature est beaucoup trop politique. Je crois que en un seul mot, c'est une caricature qui tenterait d'établir la paternité des Kabyles sur ces mouvements rebelles. Mais bon, moi je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu avant d'avoir un commentaire à faire. Jusque ce matin, même le gouvernement, le porte-parole du gouvernement n'a pas fait
une déclaration de confirmation de la présence de l'ancien président sur le sol de Goma. Oui, parce que certainement, on n'a pas encore la confirmation. En tout cas, on n'a pas vu ni une vidéo, ni des images de l'ancien chef de l'État à Goma. En tout cas, si au cas où cette information se confirmerait, moi je serais très troublé qu'un ancien président de la République puisse... c'est salir le main. C'est salir le main avec les terroristes qui sont instrumentalisés par un pays qui a sémé le sang pendant 30 ans en République démocratique du Congo. Je serais très troublé. Mais jusque-là, j'attends voir si ça va se faire. Est-ce que l'ancien président de la République va franchir le Rubicon et poser ses valises à Goma? J'attends voir ça. Mais je serai très troublé. Très bien. Faustin. Donc moi je dirais, bon, c'est vrai que le caricaturiste a été très malin. Il nous a amené dans des simulations, des extrapolations. On ne sait pas dire exactement si le personnage qui est à côté de la moto, c'est l'ancien chef de l'État. Son nom n'y est même pas. Mais au moins, bon, c'est un mystère qui est entretenu. Il a promis de retourner au Congo par la partie orientale. Est-ce que cette partie serait-elle la ville de Goma? Comme toujours, elle entretient bien son mystère. Bon. Et le caricaturiste en a profité pour rajouter une couche. Merci beaucoup. Chez nous, on ne parle pas politique. Nous parlons économie. Et l'économie, vous en avez eu suffisamment pour votre dose. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour ce numéro Kiosque Éco. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.